Tu penses que l'Italie, c'est juste un pays où les gens mangent des pâtes, boivent du vin et prennent la vie à la légère? Alors, laisse-moi te dire une chose. Tu es complètement à côté de la réalité. Parce que derrière cette image presque caricaturale, se cache un pays qui a dominé le monde. Un pays qui a humilié des empires, mais qui s'est aussi ridiculisé devant la planète entière. Un pays capable du pire comme du génie absolu. Et le plus fou dans tout ça, aujourd'hui, des millions de personnes rêvent d'y vivre, alors que, sur le papier, tout semble aller contre lui. Salaire pas si élevé, impossible de travailler plus pour gagner plus, une réputation militaire catastrophique. Et pourtant, santé gratuite, études gratuites, opérations gratuites. Un mode de vie que beaucoup considèrent comme le vrai luxe. Alors, la vraie question c'est, l'Italie est-elle un pays sous-estimé ou un modèle que le monde n'a pas encore compris? Pour répondre à ça, il faut remonter très loin en arrière, très loin. Avant les pizzas, avant le football, avant même le mot Italie. À une époque où ce territoire portait un autre nom, Rome. Imagine un instant, un empire si puissant qu'il transformait la Méditerranée entière en simple lac privé. Un empire qui s'étendait sur 3 continents, Europe, Afrique, Asie. Un empire où refuser d'obéir signifiait disparaître. Bienvenue dans l'Empire romain. À son apogée, Rome n'était pas juste forte, elle était dominante. Militairement, elle écrasait tout sur son passage, politiquement, elle imposait ses règles, culturellement, elle influençait le monde entier. Et surtout, elle ne pardonnait rien. Les peuples vaincus étaient soumis, les révoltes écrasées sans pitié. Et certains événements ont marqué l'histoire à jamais, comme la dispersion de peuples entiers condamnés à l'exil pendant des siècles. Rome n'était pas seulement une puissance, c'était une machine parfaitement huilée qui avançait conquête après conquête. Mais comme toutes les machines, elle avait une limite, parce que même les empires les plus puissants finissent par se fissurer. Et le début de la chute n'est jamais spectaculaire. C'est lent, invisible, presque silencieux, jusqu'au moment où tout bascule. En l'an 395, Rome se coupe en deux. L'Empire devient l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Sur le papier, c'est une stratégie. Dans la réalité, c'est le début de la fin. Moins de cohésion, moins de contrôle, moins de puissance. Et même si Rome reste influente, elle n'est plus intouchable. Petit à petit, le géant commence à vaciller. Mais ce qui va vraiment transformer ce territoire, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une invasion, c'est une idée. Une révolution silencieuse qui va changer à jamais la mentalité de tout un peuple. On est au XIVe siècle et une vague totalement inattendue arrive, la Renaissance. Du jour au lendemain, les armes passent au second plan et quelque chose de nouveau prend le dessus. L'art, la pensée, la créativité. C'est comme si un peuple entier avait décidé de changer de jeu. Hier, il dominait avec des épées, aujourd'hui, il domine avec des pinceaux. Et le plus incroyable, ils deviennent les meilleurs au monde. Des noms apparaissent et ces noms vont marquer l'histoire à jamais. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Galilée. Des génies, des visionnaires, des artistes, mais aussi des scientifiques. Ils ne se contentent pas de créer, ils redéfinissent ce que signifie être humain. La science avance, l'art explose, la culture devient une arme, plus puissante que la guerre. Et pendant que le reste du monde se bat, l'Italie inspire. Mais ce changement a un prix, parce qu'un pays ne peut pas fonctionner uniquement avec de l'art. À force de privilégier la beauté, on oublie parfois la structure. À force de chercher l'expression, on néglige la discipline. Et lentement, le territoire se fragmente. Des villes indépendantes, des conflits internes, des rivalités permanentes. L'unité disparaît et avec elle, la puissance. Imagine un pays où chaque région fait ce qu'elle veut, où les conflits internes sont constants, où l'énergie est utilisée contre soi-même. Impossible de devenir une superpuissance dans ces conditions. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive. Pendant des siècles, l'Italie n'existe même plus comme nation unifiée, jusqu'au moment où une idée revient. Une idée simple mais puissante, l'unité. Après des décennies de tensions, de conflits et de tentatives, l'Italie devient enfin un pays, un vrai, unifié. Mais il y a un problème, un gros problème. Le monde a changé. Pendant que l'Italie était divisée, d'autres pays ont avancé, beaucoup avancé. Industrie, technologie, expansion.
l'Europe est déjà en pleine transformation. Et l'Italie, elle est en retard. Alors, une question se pose. Comment rattraper ce retard? Et la réponse va surprendre. Parce qu'au lieu d'inventer un nouveau modèle, l'Italie copie. Elle observe les grandes puissances et elle remarque un point commun: les colonies. À cette époque, posséder des territoires à l'étranger est synonyme de richesse, ressources, main-d'œuvre, marché. C'est la recette du succès. Alors l'Italie décide de jouer au même jeu. Et c'est là que l'histoire prend un tournant totalement inattendu. Parce que ce choix va conduire à l'un des épisodes les plus humiliants, mais aussi les plus incroyables de son histoire. Une guerre contre un pays que personne ne pensait capable de résister. L'Éthiopie. Et ce qui va se passer va choquer le monde entier. Mais ça, c'est pour la suite. Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment une armée européenne moderne va se faire écraser par un pays considéré comme faible. Comment l'Italie va passer de conquérante à humiliée. Et pourquoi cet événement a marqué l'histoire à jamais. Dans la première partie, tu as vu comment l'Italie est passée d'un empire dominant à un pays en retard. Mais maintenant, tout va se jouer. Parce que pour rattraper ce retard, l'Italie prend une décision. Une décision simple: copier. Et à cette époque, les grandes puissances ont tout un point commun. Elles possèdent des colonies, des territoires à l'étranger qui rapportent de l'argent, des ressources, du pouvoir. Alors l'Italie se dit: pourquoi pas nous? Fin du 19e siècle, l'Europe est en pleine course. Une course brutale. La conquête de l'Afrique. Chaque pays veut sa part. Chaque pays veut contrôler des territoires. Et l'Italie ne veut pas rester à la traîne. Alors elle regarde la carte et elle choisit une cible. L'Abyssinie, aujourd'hui appelée l'Éthiopie. Sur le papier, le choix semble évident. D'un côté, une puissance européenne, armée, organisée, moderne. De l'autre, un pays africain perçu comme moins développé, moins équipé. Le résultat semble écrit d'avance. Une victoire facile, une formalité. Mais c'est là que tout bascule. L'Italie lance une première offensive, une attaque rapide, une sorte de test. Et au début, ça fonctionne. L'Éthiopie recule, subit des pertes, l'Italie prend un avantage. Mais il y a un problème, un gros problème. Elle n'est pas prête. Pas assez d'hommes, pas assez de logistique, pas assez de contrôle. Elle ne peut pas tenir le territoire. Alors, elle s'arrête. Un accord est trouvé, un port est cédé et l'Italie repart. À ce moment-là, elle aurait pu s'arrêter, se contenter de ce gain. Mais non, parce que dans la tête des dirigeants, ça ne suffit pas. Ils regardent les autres puissances et ils voient un point commun. Des empires entiers, des territoires immenses. Et eux, un simple port. Inacceptable. Alors ils prennent une décision: revenir. Mais cette fois, pas pour tester, pour écraser. 10 ans de préparation. 10 ans. L'Italie revient, avec une armée moderne, plus de 10 000 soldats, des armes avancées, des mitrailleuses, de l'artillerie, et en face, une armée beaucoup plus nombreuse, mais moins équipée. Des armes rudimentaires, des moyens limités. Sur le papier, c'est une domination totale, une victoire garantie. Mais il y a une chose que l'Italie a sous-estimée. Une seule: la détermination. Parce que, cette fois, l'Éthiopie ne fuit pas, elle résiste, elle s'organise, elle rassemble des dizaines de milliers d'hommes, et surtout, elle ne refuse pas de tomber. Et puis, arrive le moment clé. Une bataille. Une seule, mais une bataille qui va entrer dans l'histoire. La bataille d'Adwa. Ce jour-là, tout le monde s'attend à une victoire italienne. Tout le monde, sauf la réalité. Le combat commence, l'Italie avance, confiance totale. Mais très vite, quelque chose ne va pas. Les lignes se brisent, les communications échouent, les troupes sont désorganisées. Et en face, l'Éthiopie frappe. Fort, coordonné, déterminé. Et là, l'incroyable se produit. L'armée italienne s'effondre. Pas une simple défaite, pas un recul stratégique, une destruction. Des milliers de soldats perdus, une armée anéantie, une puissance européenne humiliée. Et ce n'est pas tout, parce que ce qui suit est encore pire. L'Italie ne se contente pas de perdre, elle paie. Oui, elle doit verser une indemnité à l'Éthiopie. Imagine la scène, une puissance européenne qui paie un pays africain après avoir perdu une guerre. À cette époque, c'est du jamais vu. Le monde entier regarde et tout le monde comprend une chose. L'Italie n'est pas ce qu'elle prétend être. Cette défaite n'est pas juste militaire, elle est symbolique. Elle détruit une image,
une réputation, une crédibilité. Et du jour au lendemain, l'Italie devient la risée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette humiliation ne sera pas oubliée. Parce que dans l'ombre, quelque chose se prépare. Quelque chose de plus grand, de plus violent, de plus dangereux. Une revanche. Pendant des décennies, l'Italie rumine. Elle attend, elle se prépare. Elle veut effacer cette honte, peu importe le prix. Et puis, arrive un homme qui va tout changer. Benito Mussolini. Avec lui, tout change. Le discours devient radical. L'objectif est clair. Restaurer la grandeur, peu importe le prix. Et quand la Seconde Guerre mondiale commence, l'Italie ne veut plus être spectatrice, elle veut être au centre.